Lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP29 à Bakou, Azerbaïdjan, les représentants du mouvement public international, Allatra, ont partagé leur expertise de la situation climatique et ont proposé de nouvelles solutions pour lutter contre les problèmes écologiques et la crise climatique. Lors de la présentation, la présidente des Allatra, Marina Ovtsinova, a communiqué des informations importantes sur le réchauffement préoccupant des océans et ses conséquences catastrophiques pour la planète. Elle a également exposé des innovations révolutionnaires susceptibles de rétablir l'équilibre des écosystèmes océaniques et de réduire les catastrophes climatiques. Cela a suscité un grand intérêt et un soutien de la part de la communauté internationale et des scientifiques. Le mouvement, Allatra, travaille activement à l'unification des personnes pour résoudre la crise climatique mondiale et participe activement à la promotion des initiatives internationales en matière de protection de l'environnement et de développement durable. Bonjour, chers collègues et participants à la conférence. Je m'appelle Marina Ovtsinova. Je suis présidente du mouvement public international, Allatra, et c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Je voudrais vous parler brièvement des activités du mouvement public international, Allatra. Notre mouvement réunit des experts, des scientifiques et des bénévoles de 180 pays. Notre objectif principal est l'étude approfondie des changements climatiques, bien sûr, la recherche de solutions, évidemment, la sensibilisation mondiale au changement climatique. C'est un grand honneur pour nous d'être ici, et je tiens à remercier sincèrement Mohamed, qui nous a aidés à venir, ainsi qu'à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Egypt The Dream pour le développement et la progression. Je vous remercie. Chaque jour, nous nous rapprochons de notre objectif commun, sauver la Terre et apporter la prospérité à toute l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le problème du réchauffement des océans, ses causes et les solutions. Que pouvons-nous faire ensemble pour résoudre ce problème grave ? Ce n'est plus un secret que 2023 et désormais 2024 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. La température de la planète a atteint un niveau sans précédent. Des millions de personnes ont souffert de catastrophes naturelles et le changement climatique ne fait que s'aggraver. Les causes anthropiques du changement climatique sont établies depuis longtemps. De nombreux efforts sont déployés pour lutter contre ce phénomène, et de nombreux pays s'efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en adoptant des technologies d'énergie propre, telles que l'énergie solaire et éolienne. Depuis 1992, nous avons constaté des progrès significatifs sur la scène internationale. Cependant, malgré ces efforts, le nombre de catastrophes climatiques continue d'augmenter rapidement. Il est donc évident que nous n'en faisons pas assez. Gavin Schmidt, principal climatologue de la NASA, a exprimé son inquiétude face aux températures records de l'année 2023. Il a souligné que ces températures n'ont pas seulement battu les précédents records, mais révèlent également la présence de facteurs inconnus provoquant un réchauffement dépassant les tendances à long terme des modèles précédents. Autrement dit, il existe d'autres facteurs de réchauffement de la planète que nous n'avons pas encore pris en compte. Et pour comprendre quels facteurs pourraient contribuer à ces changements globaux, penchons-nous sur l'océan. L'océan mondial couvre près de 71% de la surface de la Terre et contient plus de 97% des réserves mondiales d'eau.
Mais si des changements significatifs s'étaient produits non seulement dans l'atmosphère, où nous avons émis des gaz à effet de serre, mais aussi dans l'océan, qui est en fait la plus grande surface chauffée par le Soleil. Selon les données d'un groupe international de scientifiques, depuis 2020, l'océan a commencé à se réchauffer 450% plus rapidement que durant les 30 années précédentes. Les scientifiques ont calculé qu'un réchauffement de l'océan à une telle vitesse nécessiterait une quantité d'énergie équivalente à l'explosion de cette bombe atomique similaire à celle larguée sur Hiroshima. À chaque seconde pendant une année entière. C'est une quantité d'énergie énorme, n'est-ce pas? Et la question se pose, d'où vient toute cette énergie? Cependant, la surface de l'océan ne représente qu'environ 0,1% du volume total d'eau de l'océan mondial. Ma question est donc la suivante, et si le fameux facteur X, qui influence la Terre, était caché dans les 99% restants de l'océan? Et si quelque chose avait modifié les propriétés de l'océan, le rendant capable d'accumuler davantage de chaleur qu'auparavant, au point de ne plus la dissiper? L'océan mondial n'a jamais été aussi fortement pollué qu'aujourd'hui. Chaque jour, des hydrocarbures y sont déversés jusqu'à 30 millions de tonnes de pétrole par an. Par exemple, en raison de divers accidents, de simples fuites de pétroliers, de rejets industriels, et bien d'autres sources. Et bien sûr, nous avons pollué l'océan non seulement avec du pétrole, mais aussi avec du plastique. Aujourd'hui, la surface totale des îles de plastique flottant à la surface de l'océan est presque équivalente à la superficie des États-Unis et de l'Australie réunies. C'est vraiment une situation extrêmement dangereuse. Lorsque le plastique, des bouteilles ou tout autre déchet plastique, se retrouve dans l'eau, sous l'effet de la lumière du soleil, de l'eau salée, des vagues et du vent, les gros déchets plastiques se dégradent en de petites particules. Il y a aussi le phénomène des nanoplastiques. Ce sont des particules encore plus petites, que l'on ne voit qu'au microscope. Les zones à forte concentration de déchets plastiques sont appelées soupes de plastique. Regardons les graphiques qui montrent le volume de production de plastique depuis 1950. Par type, la quantité totale de microplastiques dans l'océan et les changements de température de l'océan mondial. Regardez, vous les voyez directement à l'écran. Les graphiques augmentent de manière synchrone, en progression géométrique. Cela ressemble à cela. Est-ce que cela ne signifie pas que le plastique dans l'océan a eu un impact significatif sur la capacité de l'océan à retenir la chaleur? C'est-à-dire que plus nous ajoutons de plastique dans l'océan, plus il accumule de chaleur. Voyons pourquoi il en est ainsi. Grâce à sa composition spécifique, le microplastique a la propriété unique de perturber la conductivité thermique de l'océan. Par conséquent, la cause de la perturbation de la fonction de l'océan est un facteur anthropique. Ce que nous voyons est absolument clair. Cela est très visible. Et pour être plus précis, c'est le plastique que nous avons créé, et qui est maintenant partout dans l'océan. Au lieu d'évacuer la chaleur comme c'était le cas auparavant, l'océan est devenu pour notre planète comme une couverture épaisse alors que notre planète a un besoin urgent de refroidissement. N'oubliez pas, l'océan recouvre 71% de toute la surface de la planète.
Nous comprenons que le plastique contribue à retenir la chaleur dans l'océan et ne permet pas d'évacuer cette chaleur dans l'atmosphère. Mais pourquoi l'océan lui-même se réchauffe-t-il? Et que se passerait-il si plus de chaleur commençait à entrer dans l'océan depuis un autre endroit? Regardons le graphique suivant, peut-être qu'il nous donnera un indice. Un groupe de chercheurs aux États-Unis a découvert que, au cours des 60 dernières années, les couches moyennes de l'océan se réchauffent 15 fois plus rapidement que durant les 10 000 années précédentes. De plus, la vitesse de réchauffement de l'océan augmente chaque année. L'élévation de la température à des profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre pas nécessite une quantité colossale d'énergie. C'est pourquoi nous devons poser la question suivante. Si nous comprenons que ce n'est pas seulement la surface de l'océan qui se réchauffe, mais aussi ses couches moyennes et profondes, et ce, de plus en plus rapidement, comme vous le voyez à l'écran, nous devons commencer à chercher une réponse à la question. D'où provient cette énergie qui réchauffe l'océan à partir des profondeurs? Les scientifiques ont également observé un réchauffement anormal des eaux profondes de la mer de Weddell, au large de la côte occidentale de l'Antarctique. Alors que les 700 premiers mètres de l'eau se réchauffent peu, la température des couches plus profondes augmente constamment. Il existe plusieurs explications à cette anomalie, mais aucune des causes n'a encore été déterminée de manière définitive. D'où provient donc la chaleur supplémentaire pour les couches inférieures? Actuellement, on suppose que le réchauffement des eaux profondes de l'océan est insignifiant, tellement minime qu'il pourrait être ignoré. Et si nous avions tort? Après tout, nous savons si peu de choses sur les profondeurs de l'océan. Les bathyscaphes et les capteurs plongent rarement à de telles profondeurs pour les explorer. Jamais auparavant la science n'a eu pour tâche de suivre les températures au fond de l'océan. Les systèmes de surveillance des eaux océaniques, comme Argo, utilisent 3500 bouées, mais cela reste insuffisant pour obtenir une vue d'ensemble, car elles ne descendent qu'à la moitié de la profondeur de l'océan et ne recueillent des données que sur 0,03% de la surface de l'océan. Actuellement, la recherche dans l'espace progresse beaucoup plus que l'étude du fond de l'océan. J'espère sincèrement qu'après cette session et cette conférence, nous porterons davantage d'attention à l'océan, continuerons son étude et orienterons plus de ressources vers cet objectif, car nous devons absolument percer le mystère du réchauffement de l'océan. Savez-vous que dans la communauté géologique, certaines hypothèses innovantes sont déjà envisagées, affirmant que les processus géologiques ont effectivement un effet significatif sur le système climatique, y compris le réchauffement de l'océan. Il y a plus de 10 millions d'objets géologiques au fond de l'océan, tels que des volcans, des failles et des sources hydrothermales. Imaginez seulement cette puissance. Il est indéniable que tout ce système pourrait ajouter plus d'énergie thermique et réchauffer l'océan. Mais il faut l'étudier, et nous devons créer une demande pour de telles recherches. Grâce au travail d'une équipe interdisciplinaire de scientifiques, il est désormais connu que, au cours des 30 dernières années, une activité géodynamique accrue a été observée sur la planète. L'activité sismique et volcanique a augmenté, il y a eu des changements significatifs dans le champ magnétique de la Terre, et le nombre de séismes au foyer profond a augmenté. Selon les données géologiques historiques,
Cette activation géodynamique se produit de manière cyclique. Ce n'est pas le sujet principal de notre discussion aujourd'hui, donc je ne vais pas m'y attarder ici, mais vous pouvez trouver des informations plus détaillées dans le rapport disponible sur le site. Il vous suffit de scanner le QR code avec votre téléphone pour être redirigé vers le site. Mais revenons à l'océan. Les données historiques obtenues par l'étude des récifs coralliens montrent que, dans le cycle précédent, les océans libéraient efficacement de la chaleur. Parce qu'il n'y avait pas de plastique dans la nature. Aujourd'hui, au contraire, les récifs meurent de surchauffe, et c'est un signal très inquiétant. Certains chercheurs estiment que si la situation dans l'océan ne change pas, des catastrophes naturelles anéantiront toute vie sur Terre. Il nous reste seulement quelques années avant le point de non-retour. Vous comprendrez cela lorsque vous comprendrez réellement comment fonctionne l'océan et quel est son rôle sur notre planète. À ce moment précis même, les entrailles de notre planète se réchauffent. En fait, nous avons simplement besoin d'un système de refroidissement fonctionnel, mais il est actuellement obstrué par la soupe de plastique. Imaginez, on peut le comparer à un réacteur nucléaire qui a besoin d'être refroidi, de l'eau propre pour le refroidir, mais au lieu d'une eau propre, il reçoit de l'eau polluée. Mais ce n'est pas un problème. Il existe une solution, des générateurs d'eau atmosphérique. Cette technologie permet d'extraire de l'eau directement de l'air. Passer l'eau à travers des filtres permettra d'extraire le nanoplastique, ainsi que le dioxyde de carbone, le méthane, la poussière et d'autres polluants présents actuellement dans l'atmosphère. Ainsi, ces générateurs ne fourniront pas seulement de l'eau propre à la population, mais contribueront également à purifier l'océan. Cette technologie est déjà disponible sur le marché. Il nous suffit de la mettre en place à grande échelle et de l'adapter aux différentes régions de notre planète et différentes zones climatiques. Le principe de fonctionnement des générateurs est le suivant. L'air qui entre dans l'appareil est d'abord filtré, puis l'humidité contenue dans l'air est condensée en eau. Autrement dit, la machine recherche uniquement les molécules d'eau qui sont plus petites que les particules de microplastique. Cette technologie est capable de produire de l'eau dans n'importe quel endroit de la planète, que ce soit dans la vallée de la mort en Californie ou dans le désert du Sahara. En utilisant les générateurs d'eau atmosphérique, nous réglerons les problèmes liés à l'eau, nous réduirons l'impact des émissions de dioxyde de carbone de l'industrie plastique et du transport, et aiderons également l'environnement à retrouver son cycle naturel. Les générateurs d'eau atmosphérique filtrent l'eau en éliminant toutes les impuretés. Si on les utilise à une échelle mondiale, ils pourraient devenir une sorte de filtre artificiel dans le cycle de l'eau de la planète. Après seulement quelques années d'utilisation active, les océans et l'atmosphère seraient considérablement purifiés. Les océans recommenceraient à transférer la chaleur vers l'atmosphère, d'où elle s'échapperait dans l'espace. C'est une solution écologique au problème de l'eau potable. De plus, lors d'une évaporation intense, l'océan se refroidit, tout comme un humain se refroidit en été grâce à l'évaporation de la sueur sur sa peau.
Ainsi, si l'on utilise des générateurs d'eau atmosphérique à une échelle mondiale, alors l'atmosphère deviendra moins humide et plus fraîche. Cela réduira la puissance des ouragans et des tempêtes, ainsi que la fréquence des précipitations extrêmes que nous observons aujourd'hui. Cela permettra de sauver des millions de vies et d'éviter des pertes de plusieurs milliards de dollars. Les générateurs atmosphériques d'eau sont une technologie vraiment prometteuse, mais ils doivent s'inscrire dans une approche globale. Tout d'abord, cette technologie doit être déployée à l'échelle mondiale, c'est-à-dire dans le monde entier. Ensuite, il est nécessaire de repenser le système actuel des eaux usées. Par exemple, l'eau ne devrait pas être rejetée dans des plans d'eau ouverts, mais traverser des couches de sol pour se purifier avant de retourner dans les réservoirs naturels. Enfin, il faut introduire des générateurs d'énergie sans carburant. Cela permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de développement durable fixé par l'ONU. Une telle approche aidera à lutter contre le changement climatique, à fournir de l'eau potable aux populations dans le besoin, en même temps, à restaurer les océans et les écosystèmes de la planète. Je vous donnerai quelques échéances, par exemple combien de temps il nous faudra pour tout restaurer. Si les générateurs atmosphériques d'eau sont déployés partout dans le monde, cela nous permettra de voir les résultats d'ici 2 à 3 ans. Mais il est important de comprendre que nous devons travailler ensemble, comme une humanité unie. Il est nécessaire avant tout de généraliser l'utilisation mondialement, puis cesser d'utiliser les sources d'eau traditionnelles et trouver une solution au problème des eaux usées. Ces mesures contribueront à nettoyer les océans en 5 à 8 ans. Et un océan propre signifie une planète Terre en bonne santé. Il est très important de comprendre cela. De telles actions exigent une coopération internationale, et cela jouera un rôle clé. Pour résoudre ce problème mondial, il est impératif d'unir les efforts des scientifiques, des décideurs politiques, des entreprises, et bien sûr, du grand public. Grâce à des efforts et des ressources conjoints, nous pourrons développer et mettre en œuvre des solutions globales. Je pense que tout le monde comprend désormais qu'il est nécessaire de mettre de côté les divergences politiques et économiques qui nous divisent et de se concentrer sur l'agenda climatique. Il faut créer une plateforme où les principaux scientifiques et chercheurs pourront travailler en équipe unie pour le bien de toute l'humanité. Merci beaucoup.